Bonsoir et bienvenue dans ce Forum Veritas. Alors je le rappelle rapidement, les Forums Veritas sont un espace de débat organisé par les groupes bibliques universitaires et ce soir la question portera sur la science et plus précisément sur la neutralité de la recherche. Alors en philosophie et dans les sciences humaines, il existe des écoles et c'est un fait qui est largement reconnu. Il existe des paradigmes qui guident la recherche dans ces disciplines. En revanche, dans les sciences naturelles, eh bien, elle bénéficie d'une image de neutralité, l'expérience venant, pense-t-on, trancher et dicter la vérité. C'est l'opinion sur la science qui domine depuis la Renaissance et Francis Bacon en particulier. Pourtant, cette impression de neutralité a été remise en question au cours du XXe siècle, que ce soit par l'analyse d'épistémologues, ou de théoriciens de la connaissance, comme Pierre Duhem, Quine ou encore Kuhn, ou encore sur le flou entourant l'interprétation de la mécanique quantique ou encore de la physique cosmologique. Le rôle de l'hypothèse et de la théorie serait finalement plus fort que le rôle de l'expérience. Alors jusqu'où l'hypothèse et la théorie jouent-elles un rôle ? Des présupposés religieux peuvent-ils jouer un rôle ? On pense par exemple au créationnisme aux États-Unis, mais aussi à la naturalisation de la croyance en Dieu dans le domaine des neurosciences. Et au-delà des religions classiques, on peut également évoquer le cas de la défunte science soviétique. La recherche scientifique peut-elle vraiment être neutre, motivée par la seule recherche de la vérité et opérer sans préjugés, ou est-elle soumise à des influences, au moins philosophiques, sinon religieuses ou athées, voire même politiques ? Pour débattre, nous recevons ce soir deux orateurs, Michel Charles à ma gauche et Michel Leblanc à ma droite. Michel Charles est ingénieur civil des mines et docteur en physique. Il a travaillé au commissariat à l'énergie atomique. Il a également enseigné à l'Institut national polytechnique et à l'université Joseph Fourier de Grenoble. Par ailleurs, il a été président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France et président de l'Alliance évangélique française. Il est actuellement membre du comité consultatif du Conseil national des évangéliques de France et membre de la commission d'éthique protestante évangélique. Michel Leblanc a exercé en tant que praticien hospitalier au centre hospitalier de Calais pendant 10 ans. Il a ensuite travaillé pendant 25 ans au centre hospitalier de Brassens à Chambéry comme chef de service de pharmacie et de pharmacologie où il a pu participer à des travaux de recherche. Par ailleurs, il est représentant de la libre pensée de Chambéry où il a fait des exposés sur la liberté de recherche et sur la procréation médicalement assistée. Alors chaque intervenant ce soir aura 20 minutes, tout d'abord pour développer son point de vue. Ensuite, il y aura 20 minutes de temps de débat entre les deux intervenants. Et puis, le public pourra poser des questions durant 30 minutes. En tant que modérateur, je vais essayer de veiller au respect du temps de parole. Je veillerai également à la brièveté des questions du public afin que chacun puisse poser ses questions. Et enfin, je vous prie, s'il vous plaît, d'éteindre vos portables afin d'éviter les interférences avec la caméra qui filme cette soirée. Je donne donc la parole à Michel Charles pour traiter la question de la neutralité de la recherche. Ça marche ? Ça marche bien ? Alors bonsoir à tous et à toutes. J'affirme d'emblée que ma participation à ce forum est loin d'être neutre, parce que j'ai une vraie joie d'être là. Et cette joie va se manifester en particulier par le fait que je vais parler plus de 20 minutes. J'ai déjà prévenu le modérateur et ça sera déduit de mon temps de parole dans la phase qui suit. J'assume pleinement. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord répondre à 3 questions que je pose moi-même, en plus de la question générale posée pour ce débat. Première question, de quoi parle-t-on quand on dit la recherche ? Deuxième question, de quoi parle-t-on en employant l'adjectif neutre ? Et troisième question, qu'est-ce que je fais là ? La recherche. D'abord, elle est à distinguer de la science. On peut dire, très sommairement, que la science est le résultat de la recherche conçue comme une démarche d'acquisition de connaissances. Nous en resterons à des considérations générales, sans faire ici de distinction de démarche entre les divers types de sciences, formelles, expérimentales ou humaines, ni entre recherche fondamentale et appliquée. Nous allons nous intéresser à la démarche classique initiée au XVIIe siècle, construite progressivement et qui est en permanence l'objet d'une réflexion critique. Nous distinguerons dans cette démarche le débouché que constitue le savoir, qui est à l'origine de technique, et
et la compréhension qui a lieu en cours de route, et nous analyserons plus spécialement cette étape incontournable. Deuxième question. Les dictionnaires usuels donnent pour l'adjectif neutre une multitude de sens avec la référence à la non-participation à un conflit ou à une controverse, à une couleur sans relief, à un mode d'expression terne ou à des qualités spécifiques dans divers domaines scientifiques. On n'est pas tellement avancé pour notre débat. La remarque pertinente pour nous ce soir, c'est la façon, me semble-t-il, dont sont présentés sur l'affiche les deux participants. Un scientifique chrétien, un scientifique athée. Ça nous oriente vers le sens qui va nous occuper et que l'on trouve développé de façon intéressante sur le site internet du Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNRTL, que je vous conseille. Je cite: « En parlant d'une école, d'un enseignement, neutre signifie indépendant de toute confession religieuse, de toute idéologie, et qui s'abstient de porter un jugement par esprit de tolérance. Synonyme laïque, antonyme confessionnel religieux. » Alors j'attire votre attention dans cette définition sur le fait qu'elle nous introduit dans une approche du problème assez large. Il est question non seulement de confession religieuse, mais aussi d'idéologie, et donc de croyance au sens large, c'est-à-dire d'acte de foi, ou en tout cas de présupposés. Et troisième question, qu'est-ce que je fais là? Autrement dit, à quelles compétences le traitement du sujet fait-il appel, et comment est-ce que je me situe par rapport à ces compétences? De tout temps, les êtres humains se sont interrogés sur le monde ambiant et leur démarche a varié selon les époques et les cultures. Tout cela relève notamment de l'ethnologie et de l'histoire des sciences. Concernant notre époque, une interrogation sur la pratique scientifique du chercheur relève de l'épistémologie, mais aussi de la sociologie de la recherche. Et puis, entrent aussi en ligne de compte les théories de la connaissance, les considérations de la phénoménologie et de l'ontologie sur la réalité et son observation. On est également conduit à s'intéresser au système complexe et à la notion d'émergence qui interviennent dans certains débats de la physique contemporaine. Nous ne ferons qu'effleurer très partiellement certains de ces aspects, et encore pas tous. Et je compte sur vous pour bien faire la distinction entre mon domaine de compétences qui a été rappelé rapidement, à savoir la recherche en physique du solide associée à l'enseignement en sciences du danger, et distinction entre tout cela, et divers domaines d'intérêt dans lesquels la compétence ci-dessus ne me donnera pas d'autorité particulière, mais permettra juste une curiosité que j'espère stimulante. Alors j'évoquerai ces domaines en espérant que l'esprit critique du chercheur restera à l'œuvre et permettra de poser des questions qui nous feront avancer dans le débat. Je vais procéder en deux temps. Premièrement, donner un témoignage en quelques mots-clés et en quelques questions. Et deuxièmement, avancer quelques thèses, c'est-à-dire des affirmations, pour lancer le débat, lancer un débat. Premièrement, un témoignage en quelques mots et en quelques questions. Deux sous-parties, d'abord la démarche, et ensuite une attention particulière à cette question de la compréhension, et compréhension qui est toujours en marche. Qu'est-ce que ça veut dire? La démarche. Comment atteindre une connaissance objective du monde? Nous avons accès au monde par nos perceptions, nos sensations, et uniquement comme cela. Comment alors être sûr qu'il existe quelque chose en dehors de celle-ci? Le solipsisme, voilà un premier gros mot, le solipsisme dit qu'en fait, il n'y a pour le sujet pensant pas d'autre réalité certaine que lui-même. Il est évident que pour avancer dans la recherche, il faut écarter cette attitude. Cela ne relève d'aucune preuve, mais c'est une hypothèse raisonnable et même nécessaire. Autre attitude à écarter, le scepticisme, selon lequel, certes, il y a un monde extérieur à ma conscience, mais je ne peux pas en acquérir une connaissance fiable. La réponse est qu'en fait, personne n'est sceptique pour tout ce qui concerne la vie quotidienne, alors pourquoi le scepticisme deviendrait-il valable s'agissant de la connaissance scientifique? Autre postulat, qui est lui sur le registre de l'acceptation et non pas du rejet comme les deux précédents, le principe de causalité. Autre désignation, la relation de cause à effet. Il s'agit d'une affirmation non démontrée et non démontrable a priori, qui sert de base à l'élaboration des connaissances et que l'on énonce ainsi: tout phénomène a une cause, et on ajoute en général,
et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aucun scientifique n'aurait l'idée de se passer de ce principe parce que sa justification réside dans l'efficacité des théories dont il permet l'élaboration, sauf que, nous l'évoquerons, ces affirmations volontaristes ont besoin d'être modulées. Un quatrième mot pertinent pour notre sujet, la notion de loi, loi scientifique. Elle recouvre deux aspects. D'abord, l'établissement de relations entre grandeurs ou phénomènes. Ensuite, il ne faut pas oublier le second aspect qui est la précision d'un domaine de validité. Par exemple, les lois de la mécanique établies par Newton sont valables tant que la vitesse des corps décrits reste faible devant la vitesse de la lumière, et si ce n'est plus le cas, on passe dans le domaine de la mécanique relativiste. Cinquième mot, objectivité. La démarche scientifique a à cœur que les découvertes auxquelles elle donne lieu soient convaincantes. Alors en dehors du cas de démonstration, par exemple en mathématiques, il faut la réunion de deux composantes, la vérification par l'expérience, et deuxièmement, l'intersubjectivité, ou si vous préférez, la possibilité pour quiconque le voudrait de reproduire les résultats obtenus une fois. Notons que cet aspect, l'intersubjectivité, impose un acte volontariste d'explication et de communication. On parle d'ailleurs de communication scientifique dans des revues ou à des congrès. Sixième mot, le caractère scientifique d'une théorie. C'est la possibilité de démontrer le cas échéant que cette théorie est fausse. Et j'ai pleinement conscience en disant ça, je me situe déjà dans une certaine optique. C'est l'optique de la réfutabilité selon Karl Popper. Cette notion est liée au domaine de validité dont nous avons parlé à propos de la science. Par exemple, selon l'analyse de Karl Popper, la psychanalyse ou le marxisme sont des théories qui comportent des relations de cause à effet et qui énoncent des lois, mais quand un fait semble contraire à la théorie, le nombre de paramètres à considérer est tellement important qu'on peut toujours expliquer l'écart sans être obligé de renoncer à la théorie. En ce sens, elles ne sont pas scientifiques au sens de Karl Popper. Alors l'approche de Karl Popper est bien entendu discutable et discutée. Quelles que soient les difficultés conceptuelles pour arriver à des lois ou à des théories scientifiques, attention à ne pas donner dans ce qu'on appelle le relativisme cognitif. Il y a des résultats visibles. Il existe un certain savoir qui traduit le caractère objectif et scientifique de la démarche, qui s'exprime dans la technique et dans la prévision. Mais comme déjà dit dans l'introduction, nous allons surtout nous intéresser à la composante de compréhension qui caractérise la démarche, et ça va être l'objet de ma deuxième sous-partie de ce premièrement, quelques flashs sur la compréhension toujours en marche et en question. Alors je vais faire une présentation sommaire de ces questions et on pourra toujours y revenir dans la discussion qui suivra. Alors première question, les théories sont-elles déterminées par les observations expérimentales? Il y a une thèse de Duhem, et alors j'aurais dit qui, mais il paraît qu'on prononce Quine, merci. Elles sont sous-déterminées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disposons d'un nombre fini de données expérimentales. Comment être sûr que la théorie utilisée pour les décrire est la seule possible? Il n'y a rien qui le prouve. Rien ne prouve qu'il n'y en a pas d'autres. Il peut y en avoir plusieurs, voire une infinité. C'est le problème, pour être un peu plus prosaïque, du nombre de courbes qui passent par un nombre fini de points sur un graphique. Il n'y en a pas une seule. Cette thèse relève du scepticisme. Si on l'applique à toutes les situations, on ne vit plus. Je vais vous citer quelques lignes du livre d'Alan Sokal et Jean Bricmont qui s'appelle « Imposture intellectuelle ». Revenons un instant, disent-ils, au problème de la courbe tracée à partir d'un nombre fini de points. Ce qui nous convainc qu'on a trouvé la bonne courbe est évidemment que si de nouveaux points expérimentaux s'ajoutent au premier, ils s'alignent sur la courbe déjà tracée. On suppose implicitement qu'il n'y a pas une espèce de conspiration cosmique qui ferait que la courbe réelle soit très différente de celle que nous avons dessinée. Pour reprendre un mot d'Einstein, il faut imaginer que Dieu est subtil, mais pas méchant. Et l'ordinateur? Deuxième question. L'ordinateur a permis le développement de méthodes de calcul qui ont amené des progrès fulgurants dans des domaines inaccessibles à l'expérimentation. En particulier, la théorie du chaos est issue des calculs d'ordinateurs. Théorie du chaos, sensibilité aux conditions initiales dans un système turbulent. La simulation numérique est aussi très puissante pour étudier la formation des galaxies, les collisions subatomiques, les armes nucléaires. Mais qu'est-ce qui donne la validité de tous ces calculs? Pour la discussion, je lance la question
pour l'avenir, ordinateur quantique, ordinateur biologique. Voilà des perspectives qui échappent un peu à notre représentation habituelle. Et l'irrationnel, troisième question. L'erreur n'est pas absente de la démarche scientifique. On peut indiquer une phrase du philosophe Alain, « L'erreur n'a rien d'étrange, c'est le premier état de toute connaissance ». Alors il y a un livre déjà un peu ancien, mais qui est remarquable, qui fait l'inventaire d'erreurs assez célèbres qui ont marqué l'évolution de science, un livre de Jean-Pierre Lantin, je pense donc je me trompe. Mais je voudrais donner un exemple récent, Einstein et l'énergie du vide. Les équations de la relativité générale décrivent un univers en expansion. Alors l'expansion, c'est un fait avéré aujourd'hui. Mais initialement, Einstein concevait un univers statique. Et comme les résultats de ces équations le gênaient, il a introduit une composante externe arbitraire pour qu'elle donne le résultat qu'il attendait, composante qu'il a appelée l'énergie du vide. Après la découverte de l'expansion de l'univers par Hubble en 1929, Einstein a reconnu son erreur. Il a supprimé l'énergie du vide de ses équations, il l'a même qualifiée de la plus grande erreur de sa carrière. Et l'énergie du vide est restée au placard pendant 60 ans. Mais au début des années 90, de nouvelles observations sont venues semer le trouble. Plusieurs astrophysiciens ont mis en évidence une accélération de l'expansion de l'univers et ça leur a valu le prix Nobel de physique en 2011. Pour expliquer cette accélération inattendue, il a fallu réintroduire l'énergie du vide qu'Einstein avait abandonnée. C'est la fameuse énergie noire que l'on ne connaît quasiment pas. Et le hasard, il donne lieu à un nouveau gros mot qu'on entend de plus en plus dans les médias, la sérendipité. Vous avez entendu ce mot-là déjà? Sérendipité. Ça veut dire tout simplement découverte accidentelle. En physique, la sérendipité est à l'origine de la poussée d'Archimède, la loi de la gravitation universelle, les rayons X, la radioactivité, le noyau atomique, le neutron, le rayonnement fossile dans l'univers. Dans d'autres domaines, le carambar, l'hélice de navire, le polyéthylène, le téflon, le Nutella, le skateboard, le VTT, l'Amérique, les bêtises de Cambrai, la colle du post-it, le stimulateur cardiaque implantable, etc., etc. Allez voir le site internet de Wikipédia pour ce thème, vous aurez la liste complète, enfin une liste beaucoup plus complète. Question suivante. Tout phénomène a-t-il une cause? Encore un mot, qui n'est peut-être pas aussi drôle que certains précédents, mais synchronicité. Vous avez déjà entendu parler de la synchronicité. Ça vient du psychanalyste Carl Gustav Jung, qui a mis en évidence la possibilité d'occurrence simultanée d'au moins deux événements, un phénomène physique et un phénomène psychique, qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Et ça a une influence pour l'évolution de cette personne, en particulier dans sa psychanalyse. Il appelle ça, Jung, la synchronicité. En fait, l'absence d'un lien causal ne peut jamais être vraiment prouvé. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le lien de causalité, s'il existe, est tellement complexe qu'il échappe à nos investigations. Et ce que conclut Jung, dans ce cas-là, c'est que, concernant les coïncidences significatives, il faut renoncer à une discussion sur le lien causal en se focalisant plutôt sur la signification de cette coïncidence pour l'intéressé. Toujours en liaison avec la question « Tout phénomène a-t-il une cause ?» Causalité et mécanique quantique. Je ne fais bien sûr qu'effleurer le sujet. Le principe d'incertitude de Heisenberg, c'est-à-dire l'impossibilité de connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule, se télescope directement avec la vision classique de la causalité. On pourra en rediscuter, mais le problème n'est pas résolu. Question suivante, et ça sera la dernière de cette deuxième sous-partie, mais premièrement, la démarche scientifique est-elle constante dans le temps? Là, je vais vous lire quelques lignes d'un livre que je vous recommande, que j'ai ici, La science au XXIe siècle et ses conséquences philosophiques. Il est paru il n'y a pas très longtemps, de Jacques Blanchet. La science ne correspond pas à une construction architecturale qui édifierait de palier en palier un palais majestueux. Par exemple, le déterminisme tel qu'il fut conçu par Laplace n'a pas été chassé au profit du hasard. Simplement, il a cessé d'être considéré comme universel. Et alors, un jeu étrange s'est établi entre, d'une part, un principe d'ordre comportant détermination, régularité, cycle, et d'autre part, un principe de désordre avec perturbation, collision, aléa. Un peu plus loin, la science évolue, mais les contradictions auxquelles elle peut donner lieu ne sont pas le signe d'une erreur de raisonnement, c'est la marque
que quelque chose dans la réalité n'est pas réductible à la logique classique leibnizienne d'identité, de tiers exclus, de non-contradiction. De nos jours, une chose et son contraire peuvent être vrais. Popper, Kuhn, Holton et Lakatos ont établi qu'au sein des théories scientifiques, il y avait des postulats indémontrables. Comme le disait Shakespeare, il y a plus de choses dans le monde et sur la Terre que dans toute notre philosophie et dans toute notre science, pourrait-on ajouter. Alors, j'arrête la citation. L'activité scientifique se déroule à l'intérieur de modèles de pensée, c'est-à-dire de paradigmes, qui varient dans le temps. Ces paradigmes définissent plus ou moins implicitement le genre de problème à étudier, les critères d'évaluation d'une solution, les procédures expérimentales, et de temps en temps, il y a une crise qui provoque un changement de paradigme. Par exemple, la naissance de la science moderne avec Galilée et Newton en rupture avec Aristote, et puis de nos jours, on note une évolution de la rationalité avec notamment la logique floue, la théorie des catastrophes, la théorie du chaos, c'est pas la même chose, l'étude de la complexité et la systémique. Et puis, il faut faire à nouveau un flash spécial sur la mécanique quantique, avec ce que certains n'hésitent pas à appeler une nouvelle objectivité. La mécanique quantique, que je pourrais vous décrire avec les mains si vous y tenez, mais tout à l'heure, concerne les phénomènes au niveau atomique ou subatomique, et elle fait une distinction entre les phénomènes en soi et les phénomènes observés. L'observation perturbant le phénomène. Et ce qu'on découvre par les expériences, c'est le phénomène perturbé par l'observation. Donc la mécanique quantique renseigne non pas sur les choses elles-mêmes, en soi, mais sur des prévisions d'observation. Et quand on creuse ces idées qui paraissent simples quand on les dit comme ça va loin. J'arrive à ma deuxième partie qui sera plus courte, rassurez-vous. Quelques thèses pour un débat. Je vais donner 3 affirmations que je lance comme une certitude, mais ça n'en est pas une pour tout le monde et ça sera justement l'occasion d'en débattre éventuellement ou de débattre sur d'autres sujets si vous préférez. Première thèse, Dieu est à l'origine de la recherche. Je cite Einstein. Je soutiens vigoureusement que la religion cosmique est le mobile le plus puissant et le plus généreux de la recherche scientifique. Citation d'un philosophe contemporain, enfin, il est mort en 2010, donc il n'est plus contemporain, il est mort il n'y a pas longtemps, Thomas Molnar, dans son livre « Dieu et la connaissance du réel ». Sur la 4e de couverture, juste une phrase, l'originalité de ce livre se trouve dans l'affirmation que le penseur doit postuler l'existence d'un Dieu transcendant et personnel afin d'acquérir la certitude d'une réalité extérieure connaissable, bien que la connaissance totale revienne à Dieu seul. 3e aspect de cette première thèse, ne pas oublier la foi des grands savants qui ont influencé la recherche. Et là, je vais citer Lydia Jaeger dans son livre « La science peut-elle être neutre ?» Stricto sensu, la science présuppose l'idée de création de sorte que la méthode scientifique incorpore certaines convictions bibliques. On peut pourtant la pratiquer sans croire au Dieu créateur. Car depuis la révolution scientifique au début des temps modernes, sa méthodologie est solidement ancrée, de sorte qu'on n'a plus besoin de s'interroger sur le bien fondé de celle-ci. Les pères de la science moderne, Galilée, Kepler, Boyle, Newton, Descartes, se sont laissés inspirer par leur foi. Ceux qui ont construit sur leur fondement n'avaient plus besoin de cette référence. Deuxième thèse. Dieu est au bout de la recherche. La question du sens est clairement posée par certains scientifiques. Beaucoup d'entre eux s'interrogent explicitement, en particulier Stephen Hawking, dans son livre « Y a-t-il un grand architecte dans l'univers ?» Pour lui, les chercheurs doivent non seulement se demander comment l'univers évolue, mais aussi pourquoi il y a un univers. La frontière longtemps respectée entre le comment, domaine des sciences, et le pourquoi, domaine des religions, est en train de céder. Et là, c'est Stephen Hawking qui le dit, en laissant sur le bas-côté les philosophes. Il n'est pas tendre avec les philosophes. Dès le 2e paragraphe de son introduction, il leur règle leur compte en disant « La philosophie est morte, faute d'avoir réussi à suivre les développements de la science moderne, en particulier de la physique. » Et Dieu n'est maintenant plus tabou chez les scientifiques, qu'il s'agisse de prouver son existence ou de l'effacer des possibles, ce qui est le cas de Hawking, mais avec une théorie, la M-théorie, la théorie M, qui reste à prouver, il le reconnaît lui-même. Jean Stone est aussi un grand défenseur de ce débat.
Ce catholique, professeur et directeur de la collection Sciences et religions des presses de la Renaissance, affirme que Dieu revient très fort. Loin de tuer l'idée d'un Dieu, les sciences modernes et les questions qu'elles soulèvent se confrontent de plus en plus à l'hypothèse d'un grand créateur, affirme-t-il. Troisième et dernière thèse, et là je ne citerai personne, ça veut dire que ce sont plutôt des choses que je ressens très fort. La démarche du chercheur n'est pas incompatible avec les convictions religieuses de celui qui l'a conduit, bien au contraire. Premier aspect, en reprenant les grands problèmes philosophiques qu'on a juste effleurés, on peut signaler l'apport de la foi comme certitude d'arrière-plan, qu'il s'agisse de l'existence d'une réalité extérieure à l'observateur et indépendante de lui, qu'il s'agisse de l'existence de lois. Je citerai juste le psaume 148, où il est dit que Dieu a mis en place pour toujours les éléments du cosmos leur fixant une loi à ne pas enfreindre. Qu'il s'agisse aussi de la notion de connaissance imparfaite qui existe dans la Bible, notion très proche de la théorie du réel voilé de Bernard d'Espagna. On peut ajouter l'apport majeur pour le croyant de sa motivation de chercheur croyant à découvrir le monde créé par Dieu. J'ajouterai peut-être plus spécifiquement, parce que jusqu'à présent j'ai parlé de croyants, ça peut être valable pour le croyant en un Dieu créateur, qu'il s'agisse de Yahweh, d'Allah ou du Dieu de Jésus-Christ. Mais peut-être pour le chercheur chrétien, y a-t-il une particularité, une joie qui se situe dans le cadre d'une relation d'amour avec son Créateur, relation permise par l'œuvre de rédemption opérée par le Christ et qui libère la personne de l'angoisse de l'éternité. Je me réfère notamment à ce qui a été dit une partie de la soirée d'hier. Quelle joie de découvrir les œuvres merveilleuses de Dieu, selon notamment le premier chapitre de la lettre aux Romains. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Ceci dit, on ne pourra jamais montrer que la Bible est vraie, sinon tous ceux qui ne croient pas seraient des imbéciles, ni qu'elle est fausse, même s'il existe une objectivité de la Bible, au sens où je l'ai défini tout à l'heure, expérience vécue et intersubjectivité possible. Mais en évacuant évidemment le caractère scientifique de la foi chrétienne, la foi étant par définition irréfutable. On pourra en reparler si vous voulez. Alors je conclus. On ne peut pas montrer que la foi entrave nécessairement la découverte scientifique. Alors c'est arrivé sur un registre institutionnel, avec l'intervention de l'Église en tant qu'institution à certains moments. Et là, il y a un livre de Claude Allègre, Dieu face à la science, qui donne des exemples très intéressants. Mais ça n'est pas le cas, me semble-t-il, au niveau de la démarche personnelle. En tout cas, d'autres a priori peuvent aussi conduire dans l'impasse, et on ne peut pas se passer d'a priori. Le tout, c'est d'être assez lucide vis-à-vis de ces a priori et de faire une analyse critique du résultat. Dieu à l'origine de la science, ça aide beaucoup le chercheur si c'est le cas. Dieu pour certains au bout de la science, c'est possible, pour d'autres non. Mais on ne pourra jamais utiliser la démarche scientifique pour prouver ni l'aberration ni le bien fondé de la foi chrétienne, et on ne pourra jamais faire l'économie de la foi. Merci de votre patience. Merci beaucoup, Michel Charles. Nous avons donc entendu l'intervention de Michel Charles. C'est maintenant au tour de Michel Leblanc d'intervenir pour traiter cette question de la neutralité de la recherche. Ces thèses avancées par un physicien m'ont beaucoup plu et je pense que j'essaierai d'y répondre dans la partie confrontation. Voilà, alors je n'interviens pas à titre individuel, mais je suis représentant ici et mandaté par la libre pensée. Alors je voulais dire quelques mots de ce qu'est la libre pensée, sur quoi elle repose. Elle repose sur un certain nombre de principes que des générations entières de libres penseurs, et je parlerai du témoignage de l'un d'entre eux tout à l'heure, ont mis en œuvre. Donc elle est pour la laïcité institutionnelle, elle refuse toute ingérence des religions dans la société civile et dans les institutions républicaines, et elle agit pour le strict respect de la loi de séparation des églises et de l'État, qui a été érigée, comme vous le savez, en 1905. Elle est pour une totale liberté de pensée. Ça rejoindra d'ailleurs le développement de ce que je vais dire tout à l'heure sur l'esprit scientifique et la méthode matérialiste de la recherche. Elle est pacifiste, elle est en particulier, elle refuse que les peuples se massacrent pour des intérêts qui ne sont pas les leurs. Merci. Elle est sociale car refuse toute exploitation économique qui, comme oppression politique et religieuse, ne vise qu'à assujettir l'individu au détriment de ses droits légitimes.
Vous savez, on a le physicien, notre collègue, a parlé effectivement de l'implication de la science à travers les motivations soit religieuses, soit idéologiques. Et je crois qu'il faut aussi rappeler un peu ce que peut représenter la science, l'esprit scientifique, pour l'ensemble de l'humanité. Un de nos précédents libres penseurs, qui s'appelait André Le Rulot, qui a vécu donc, qui est né au milieu dans le dernier tiers du 19e siècle et qui est mort en 1963, et qui a vécu donc l'affaire Dreyfus, tout au moins le procès en réhabilitation, qui a participé à la démarche d'élaboration de la loi de 1905 avec Jean Jaurès et Anatole France, et qui a malheureusement vécu les deux premiers conflits mondiaux du XXe siècle, eh bien, s'est exprimé en 1945. Et 1945, c'est pas n'importe quoi. C'est l'époque où... c'est le bruit de... Pardon. 1945, c'est l'apocalypse nucléaire dans deux villes japonaises, à Hiroshima et Nagasaki. Et donc André Le Rulot répond à ceux qui critiquent Einstein, qui, selon un certain nombre de politiques et d'idéologues, de religieux, dit qu'il a, en quelque sorte, par ses découvertes, facilité la mise au point de la bombe nucléaire. Alors je rappelle que Einstein a participé en 1950 au tribunal, ou plutôt à la pétition avec Bertrand Russell, qui était mathématicien et philosophe, et qui a œuvré pour le désarmement, la paix et un gouvernement mondial fait par des scientifiques et des politiques mandatés par les peuples. Et André Le Rulot s'exprime de la façon suivante. Il dit les prêtres et les croyants ressassent le vieux slogan « Le progrès scientifique n'entraîne pas le progrès moral, nécessairement le progrès moral ». Nul n'a jamais prétendu le contraire, y compris les libres penseurs. Mais cependant, il n'est pas douteux que le progrès des sciences, c'est-à-dire de la connaissance, ne soit de nature à favoriser l'évolution des mœurs et l'amélioration des rapports entre les humains. Si les peuples se haïssent et se détruisent, ce n'est pas parce qu'ils ont l'esprit scientifique, bien au contraire, mais parce qu'ils obéissent à des dogmes et à des préjugés. L'esprit scientifique montre la fausseté de tous les absolutismes, la relativité de nos connaissances, la précarité de nos certitudes, la vérité d'aujourd'hui sera peut-être l'erreur de demain. Dans ces conditions, pourquoi nous excommunier et nous jeter mutuellement l'anathème? Seuls des ignorants, des esprits bornés, des fanatiques, et l'actualité nous le rappelle, peuvent avoir la haine contre ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce n'est pas l'esprit scientifique qui a provoqué les croisades et les guerres de religion. Ce n'est pas l'esprit scientifique qui a allumé les bûchers de la Sainte Inquisition et fait mourir des millions d'hérétiques. Ce n'est pas lui qui a déclenché les luttes épouvantables entre catholiques et protestants, organisé la Saint-Barthélemy et le Dragonnade. Ce n'est pas non plus l'esprit scientifique qui a conduit les dictateurs et les potentats de tout acabit, et bien entendu encore aujourd'hui, appuyés par les évêques et par les papes, à provoquer des guerres internationales afin de servir leur ambition ou de servir leurs intérêts. L'esprit scientifique enseigne la tolérance. L'esprit scientifique conduit à la suppression des frontières et à l'union cordiale de tous les hommes, sans distinction de race et de nation. Et aujourd'hui, depuis le XXe siècle, on voit effectivement une collaboration mondiale de l'ensemble de ces scientifiques par différents moyens de communication, alors qu'autrefois c'était difficile de régler le problème des distances. Ce qui crée la guerre, c'est le chauvinisme, c'est le nationalisme, c'est le militarisme. Ce n'est pas la science. La science pourrait devenir un instrument de bonheur et de libération si les peuples se libéraient de la tutelle des exploiteurs et des tyrans. Ce sont ces hommes néfastes qui utilisent la science pour la défense de leurs privilèges injustes et qui en font un moyen de domination, une arme de destruction. Ne laissez pas accuser la science. Ne laissez pas dire qu'elle accumule les ruines et qu'elle conduira demain à la plus épouvantable des tueries. Ce n'est pas la science qui est coupable. Ce sont les hommes qui l'accaparent et qui la corrompent. Alors je vais rejoindre un petit peu les préoccupations de mon débatteur, physicien, qui va rappeler beaucoup de questions que nous avons déjà discutées dans nos cercles de la libre pensée. Et aujourd'hui, à la libre pensée, nous essayons de reprendre un petit peu l'évolution qui a conduit à élaborer effectivement des canons qui rassemblent les préoccupations de la recherche scientifique et celles de la connaissance. Je ne vous rappellerai pas les préoccupations des premiers Grecs matérialistes et atomistes, c'est-à-dire Démocrite et Épicure. On a évoqué ensuite, ils n'étaient pas déistes au sens strict, ils étaient polythéistes, ils étaient certainement aussi animistes, comme beaucoup des gens de cette époque. Et puis progressivement, il y a eu ce long vide qui a été
marqué par les dogmes religieux, je les ai évoqués tout à l'heure, mais il a fallu attendre pratiquement le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, pour voir des gens qui étaient déistes. Diderot, d'Alembert, Helvétius, Priestley en Grande-Bretagne, étaient des gens déistes, mais ils ont commencé à s'ouvrir à la pensée, à la pensée critique, aux sciences expérimentales. On a parlé tout à l'heure, notre collègue a parlé de la nécessité de l'expérience. C'est venu progressivement au milieu du XVIIIe siècle, non, du XIXe siècle, pardon. J'ai connu, par exemple, puisque moi je suis plutôt un biologiste qu'un physicien, bon, il y a un ouvrage qui est remarquable, que vous connaissez tous, de Claude Bernard, Introduction à la médecine, au principe de la médecine expérimentale, qui revendique effectivement la nécessité de l'expérience, du contrôle de l'expérience. Notre collègue en a largement débattu. Mais moi, je voudrais réaffirmer un certain nombre de choses. Alors là, effectivement, un peu en opposition à ce que vous venez de dire. La démarche scientifique, pour moi, alors c'est une chose que je reprends d'un ouvrage qui est fait par Guillaume Lecointre, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est professeur et maître de conférence au Muséum national d'histoire. Il s'occupe de nature naturelle, il s'occupe effectivement de systématique, c'est-à-dire de classer l'organisation des vivants. Il dit, le premier pilier du contrat entre la science et la connaissance, c'est le scepticisme initial sur les faits. Là, effectivement, il y a divergence. Il dit, la démarche scientifique ne peut que commencer que par un scepticisme initial sur ces faits. Nous pratiquons des expériences sur le monde réel seulement parce que nous posons honnêtement des questions. Si ce qui est à découvrir est déjà écrit, nous n'avons d'emblée qu'une parodie de science. Et cela se produit chaque fois qu'une force extérieure à la science lui dicte ce qu'elle doit trouver. Il y a trois forces qui, dans certaines situations, peuvent devenir antagoniques au scepticisme initial du scientifique. Les forces mercantiles, et moi je les ai vues dans mon métier de praticien hospitalier, quand elles ont besoin d'utiliser le vernis de la science pour vanter la supériorité d'un produit à vendre. Les forces idéologiques, quand elles tentent de faire piller la science aux nécessités de leur justification. Bon, ça a été évoqué tout à l'heure, la génétique par exemple stalinienne de Lysenko, qui reprenait d'ailleurs faussement une théorie de Lamarck sur la théorie de la transmission des caractères acquis en génétique. Bon, globalement, Lysenko prétendait que quand on coupait la queue d'une souris, eh bien, on aurait des descendants qui avaient la queue coupée. C'est un peu une caricature, mais surtout, il a tenté, avec l'appui du gouvernement de l'époque, de vernaliser, c'est-à-dire d'exposer des semences hybrides de maïs à des températures extrêmement froides. Évidemment, la catastrophe est arrivée. Il n'a jamais obtenu des semences qui résistaient au froid, parce que finalement, eh bien, la génétique des hybrides nécessite effectivement un mélange et une diversité. Et à partir de là, on a obtenu des famines terribles dans les années 1935. J'évoquerai par exemple aussi l'anthropologie nazie. Bon, je ne développe pas, vous connaissez toutes ces choses-là. Les forces religieuses, lorsqu'elles convoquent la science pour venir justifier un texte sacré, un propos théologique, une intuition mystique ou un dogme. Bon, notamment dans ce domaine, moi je me souviens d'avoir lu quand j'étais étudiant les propos de Théard de Chardin, et il est évident qu'entre l'alpha et l'oméga, eh ben, il cherchait une place désespérée pour Dieu, alors qu'il y avait des justifications à ces découvertes, car c'était aussi un grand chercheur dans le domaine où il a travaillé, je crois, au Sahara, aussi comme paléontologue, et il a vraiment fait découvert des choses intéressantes. On a évoqué le créationnisme, j'en parlerai peu. Le réalisme, les méthodes de la science sont réalistes. Le monde que j'observe là-dehors existe indépendamment et antérieurement à la perception que j'en ai et aux descriptions que l'on en a fait. En d'autres termes, le monde des idées n'a pas la priorité sur le monde physique. Troisième pilier, la rationalité. Les méthodes de la science mettent en œuvre la rationalité de l'observateur. La rationalité consiste simplement à respecter les lois de la logique et le principe de parcimonie. Alors qu'est-ce que c'est que la logique? Vous avez tous entendu parler des grands maîtres de la logique, à commencer par Aristote. Aucune démonstration scientifique ne souffre de faute de logique. Faute de quoi la sanction immédiate est sa réfutation. L'universalité des lois de la logique s'illustre par le fait que les mêmes découvertes mathématiques ont pu être faites de manière convergente par différentes civilisations. Bon, je me souviens que, par exemple, la géométrie euclidienne
a été redécouverte par les Mayas, à des degrés différents. L'algèbre, qui vient du Moyen-Orient, a été pratiquement, parce qu'on avait peu d'échanges à ce moment-là culturels, avait été observée et développée et utilisée par les Chinois. La logique est une propriété de la démonstration, ça c'est important, et donc de l'observateur, pas des objets qui sont à expliquer. La confusion est extrêmement courante. On la trouve dans des ouvrages de bons auteurs concernant l'évolution. Par exemple, moi j'ai lu La logique du vivant de Jacques Monod, celui qui a participé avec deux autres chercheurs français à la mise au point du fonctionnement, du développement de l'acide désoxyribonucléique, ou la théologie, quand on dit, je ne sais plus qui a dit, la nature est rationnelle. Non, la nature et le vivant ne sont ni rationnels, ni irrationnels, ni logiques. Ils sont ce qui t'a expliqué pour le scientifique. C'est le scientifique qui doit être rationnel. Et ce sont les démonstrations qui doivent être logiques. Et là, je suis d'accord avec votre troisième proposition. Quand vous dites, peu importe qu'on soit croyant ou pas croyant quand on est chercheur, il suffit de respecter un certain nombre de principes. La parcimonie. Les théories que nous acceptons sur le monde sont les plus économiques en hypothèse. Une théorie a pour but d'articuler des faits entre eux. On attend d'elle qu'elle soit cohérente. Si les faits se contredisent, on a besoin d'ajouter dans la théorie des hypothèses, d'ailleurs souvent non documentées, dont le rôle est de gérer ces incohérences. Plus les faits s'accordent entre eux, moins il est besoin d'ajouter des hypothèses. Les théories les moins chargées d'hypothèses, c'est-à-dire celles qui sont les plus parcimonieuses, sont donc les plus cohérentes. En leur sein, les faits deviennent des faits scientifiques. Par ailleurs, on remarque que la parcimonie est une propriété d'une théorie, pas une propriété d'un objet ou d'un phénomène du réel. Quatrième pilier, le matérialisme. La science observe un matérialisme méthodologique. Tout ce qui est expérimentalement accessible, dans le monde réel est matériel ou d'origine matérielle. En d'autres termes, la science ne travaille pas avec des catégories par définition immatérielles, c'est-à-dire des esprits, des idées, des conceptions. Elle participe de la définition. Moi, je vous rappelle, par exemple, la polémique qu'il y a eu entre un monsieur que vous connaissez peut-être mal, qui s'appelait Ulyanov, et plus connu au niveau international comme Lénine, et qui a fait une polémique en 1908 avec un physicien célèbre aussi, qui s'appelait Mach, celui qui a mis au point la mesure de la transmission de la vitesse du son. Et il dit, Mach développait une chose qui était à l'encontre, effectivement, de tout cette fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, où on s'appuyait effectivement sur des observations fondées sur le réel, où il disait que c'était nos sensations, nos perceptions qui devaient nous guider dans la démarche scientifique. Et Lénine a dit non, vous renversez la situation. C'est parce que votre cerveau, qui est un produit matériel de votre corps, développe effectivement en quelque sorte des impressions qui sont subjectives, que cela vous éloigne de la réalité. Pour conclure, ces quatre propriétés que nous évoquées fondent depuis 2 siècles la nature des assertions tirées des sciences expérimentales et définissent historiquement et théoriquement et pratiquement les sciences d'aujourd'hui. On remarque que cette définition est la plus vaste qui soit. Elle est beaucoup plus large que le critère de réfutation de Popper, effectivement. Ça veut dire quoi, le critère de réfutation? C'est-à-dire, exemple, tous les corbeaux sont noirs. Tous les corbeaux sont noirs. Et il suffit qu'un jour, dans le monde, on voit un seul corbeau blanc. Cette théorie sera donc fausse. Alors, en principe, selon la théorie d'évolution, il y a de grandes chances qu'on voit un jour un corbeau blanc. Et pourtant, moi ici, à Chambéry ou à Grenoble, je vois que des corbeaux noirs. La science a gagné. On remarque que cette définition est la plus vaste qui soit. Elle est beaucoup plus large que le critère de réfutation, seul critère de scientificité retenu par certains. Et elle permet de dépasser l'imprécise et regrettable division, ça c'est important, entre sciences dures et sciences molles. Les sciences dures, la physique, les mathématiques, la biologie, encore c'est discuté, les sciences molles, les sciences sociales. Mais si la science a gagné son indépendance politique et son autonomie méthodologique grâce à la philosophie matérialiste, elle n'est pas pour autant cette philosophie. Ça aussi, c'est une chose très importante. Comme le rappelle le philosophe Pascal Charbonnat en 2007, le matérialisme ne subsiste dans l'essence qu'à l'état de méthode, et non pas comme une conception de l'origine, démarche non empirique par définition. C'est en ce sens qu'on parle de matérialisme méthodologique. Alors pour conclure
je ne sais pas combien de temps il me reste. 4 minutes. Je pourrais aborder un sujet que j'ai mené dans le cadre de la libre pensée sur la question de la procréation médicale assistée. Comment, à partir de la connaissance, je suis arrivé à formuler au service de la science, au service de l'humanité, des propositions concernant les droits des hommes vis-à-vis de la science. Je dirais simplement que par rapport à ce qu'il vient de dire, le contrat entre la science et la connaissance, la science n'est pas éthique, elle est ni bonne, ni mauvaise, ni même utile, car ce sont les politiques qui doivent, à travers la recherche d'objets, qui d'ailleurs permettent la recherche scientifique, décider, les politiques qui sont mandatées par le peuple. Hein. Ça recoupe des questions comme par exemple science et démocratie. Hein. On n'a pas à se voter pour un aspect de la recherche. Par contre, sur les conséquences que peuvent amener cette recherche, on peut prendre position. Les écologistes n'en peuvent pas. Mais j'aborderai par exemple la question, si vous permettez, que j'ai débattue pour trouver une modification de la législation vis-à-vis des pratiques de procréation médicalement assistée, qui est un problème majeur aujourd'hui. Vous vous souvenez des conflits qu'a suscité le mariage pour tous et ses conséquences inévitables dans ce domaine. Parce que les gens qui ont le droit de se marier, ils ont aussi le droit de se reproduire. Hein. Alors, moi je suis parti des connaissances que j'ai de l'évolution. Pour moi, la reproduction des êtres vivants, c'est d'abord développée de façon asexuée, puis progressivement sexuée, en fonction de la nécessité de résister à une pression trop dangereuse pour l'ensemble d'une espèce, d'un milieu environnant devenu hostile. Exemple, les catastrophes écologiques, les infections par d'autres espèces, en augmentant donc la diversité génétique et en diminuant le nombre de descendants. Mais cela, et c'est ça qui est très important, est réversible dans un temps non prévisible et constaté. On le voit pour des tas d'espèces animales, les amibes, les vers, la parthogénèse qui se développe chez certaines espèces inférieures. Le dogme biologique fondamental des années 60 à 85, de la direction unique de la transcription de l'ADN en ARN et sa traduction par un code génétique de l'ARN en acides aminés et en protéines, qui constituent nos organismes, est aujourd'hui battu en brèche par la découverte de l'action inverse de l'ARN des virus, notamment du sida et des protéines prions. C'est des découvertes très récentes, pour une dizaine d'années. Et pourtant, on pouvait le deviner par des découvertes antérieures dans les années 50. Nous, humains, nous nous considérons comme individus uniques, se reproduisant avec d'autres uniques dans leur composition génétique, alors que nous sommes symbiotiques de bactéries qui échangent avec des transporteurs tels que les virus et les plasmides, des gènes qui peuvent susciter des variations de notre capital génétique. Enfin, notre milieu industriel a produit des pesticides, des insecticides, qui se concentrent par assimilation ou dans la chaîne alimentaire et sont autant de modifications des sécrétions endocrines, qui jouent sur la modification de l'ovulation, de la composition de la glaire cervicale, la diminution générale de la mobilité de la taille des spermatozoïdes, et qui tend d'autant plus nécessaire la mise à disposition facile des procédés de PMA, procréation médicale assistée, et GPA, et le développement des recherches sur la fertilité, sur les gamètes et les embryons. Les lois de l'évolution sont complexes, imprévisibles dans leurs résultats. Et toute inféodation culturelle ou religieuse ne fait que compliquer l'évolution de nos désirs comportementaux, eux-mêmes produits biologiques et culturels de l'évolution de notre espèce. Et c'est pour ça que j'ai proposé, je terminerai là-dessus, une motion dans mon cercle de la libre pensée, parce que chaque année à la libre pensée, nous avons une question à l'étude. Aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut modifier la législation actuelle sur ces techniques? Nous affirmons, c'est très simple, tous les humains naissent libres et égaux en droit. Tous les humains peuvent exercer le droit de se reproduire, de participer à la reproduction par l'usage complet ou partiel de leurs organes reproductifs, d'élever des enfants reconnus et de léguer leurs biens en tant que parents reconnus. Tous les humains peuvent bénéficier pour la reproduction des procédés d'aide médicale à la procréation ou à la procréation médicalement assistée. Les appréciations des cas d'empêchement de procréation naturelle ou de prise en compte du risque de transmission de maladies graves à l'enfant, comme c'est actuellement le cas dans cette loi qui existe aujourd'hui, ne doivent pas être explicitement définis quant à leurs limites d'application. Car autrement dit, il y a un principe catégorique qui s'impose, pourquoi des gens auraient le droit et pas d'autres. Les procédés de procréation sont mis en œuvre sans distinction de sexe, de statut marital civil ou d'autres distinctions sociales. Les femmes gestantes pour autrui bénéficient d'un suivi médical sélectif et d'une rémunération sociale définie. Et on fait le parallèle avec la recherche. Les gamètes et les embryons surnuméraires, c'est défini aujourd'hui par la loi, et non utilisés pour la reproduction, peuvent être utilisés sous le contrôle d'organismes publics,
à des fins de recherche fondamentale, médicale, à but thérapeutique et scientifique dans le domaine de la connaissance, et être protégé de toute brevetabilité non contrôlée en vue de la découverte d'un procédé. L'opposition parentale telle qu'elle est signifiée aujourd'hui dans la loi, à ces fins, doit être modulée en fonction de l'intérêt et du développement de ces recherches. Donc vous voyez le parallèle que j'ai fait en tant que libre penseur. Je me suis servi des connaissances que j'avais, que j'ai appris d'un certain nombre de chercheurs sur la théorie de l'évolution, sur l'évolution du vivant, pour effectivement la manifester au service de l'humanité en termes de droit. Voilà. Pour moi, c'est ça aussi la science. Ce n'est pas de la démocratie. C'est la responsabilité d'un chercheur. Pour moi, elle est d'abord, comme je pense l'a développé notre collègue physicien, celle effectivement d'aborder, d'avoir des principes de méthodologie pour travailler dans le domaine de la recherche, mais également savoir aussi affirmer cette responsabilité vis-à-vis des politiques et des peuples qui, en définitive, déterminent eux-mêmes leurs besoins. Voilà, je vous remercie.